Un TikTok que j'avais en projet depuis un bon moment, relatif à un texte fondateur de notre monde actuel depuis maintenant plus de 2 siècles. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je vous mets ici en gros plan le document. Parce que avant de faire une analyse du texte par lui-même et de ses articles, j'aimerais faire une analyse spontanée et non préméditée de la forme, avant d'aborder le fond. Un mot sur la forme. Ce qui saute aux yeux, nous avons 2 colonnes très massives, des colonnes de pierre, une sorte d'arche à 2 colonnes de pierre avec des ornements. Donc déjà cette structure qui encadre le texte dit c'est massif, dit l'autorité, dit la contrainte. Il y a quelque chose qui s'impose à nous avec force et autorité. Sur cette structure de pierre, donc il y a des ornements, et au-dessus de cette structure, 2 femmes agenouillées, une dans l'ombre, en arrière-plan un nuage obscur qui la met dans l'ombre, et elle se tourne vers un soleil pyramidal dans lequel au centre se trouve un œil qui semble nous regarder, un œil inquiétant qui semble nous regarder, et ce soleil rayonne. Et la première femme à gauche donc tient une chaîne brisée, comme si elle nous montrait la voie pour que nous puissions briser nos chaînes. Et de l'autre côté, une femme, un ange avec des ailes et un sceptre qu'elle tient dans la main droite, qui montre ce soleil triangulaire. Celle qui est dans l'ombre regarde le soleil triangulaire, et celle qui est éclairée à droite nous regarde nous. Alors, je ne suis pas un expert, je dirais, en codification ésotérique, mais ça sent quand même l'ésotérisme. Peut-être que certains d'entre vous qui avez des notions de toute cette symbolique pourra nous aider dans les commentaires. En tout cas, ce que nous observons avant même de rentrer dans le contenu du texte, c'est que cela semble nous imposer avec autorité quelque chose. Alors, première réflexion que ça m'inspire, c'est que lorsque l'on est obligé de vous imposer quelque chose avec autorité, c'est plus qu'une autorité. Je vais essayer de faire un éclaircissement par l'absurde, comme en mathématiques. Je dirais que le contraire de cette autorité, ce serait l'immanence. Quand nous étions soumis à l'ordre naturel, lorsque nous vivions comme des animaux et que nous prélevions juste ce qui était nécessaire pour notre survie, comme le font les animaux, sans toucher à l'harmonie du monde, à la naturalité, à la nature qui restait intacte de génération en génération éternellement, nous prélevions exactement ce qu'il nous fallait, pas plus. Nous avions donc un mode de fonctionnement qui est à l'opposé de l'autorité qui transpire à la vue de ce document. Nous étions dans l'immanence. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de loi. Les choses se faisaient de manière spontanée, presque irréfléchie, presque réflexe, naturellement. Un petit peu comme c'est le cas encore parfois dans la famille, où il y a papa, il y a maman et les enfants, et chacun fait sa part pour que tout fonctionne bien sans qu'il y ait de texte. Il y a eu une tentative, je ne sais pas si ceux qui sont un peu plus âgés l'ont peut-être vu dans les années 90, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Super Nanny,
et qui se mettait à la hauteur des enfants, et qui captait le regard des enfants pour leur parler. La première chose, capter le regard et communiquer avec l'enfant pour qu'un message passe. Et dans sa stratégie, il y avait ces fameux textes, cette fameuse loi qu'elle affichait, les directives familiales, parce que ça n'était plus, l'immanence était rompue. Euh, L'immanence était rompue. Donc ça aussi, ça dit quelque chose de la société, c'est que même dans la famille, où normalement les choses se font spontanément, sans qu'il y ait d'article de loi qui soit écrit sur le frigo, article 1, article 2, article 3, comme le faisait Super Nanny, et eh bien, on voit que ce texte-là est autoritaire dans le sens où il n'est pas où il contredit l'immanence. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous vivions et nous nous organisions et nous accomplissions quotidiennement ce qui devait être accompli pour renouveler l'espèce éternellement de manière immanente. Euh, Encore une fois, je prends la métaphore de la famille. Aujourd'hui, papa fait sa part du travail, maman fait sa part du travail. Les enfants, vous faites votre livre, vous rangez vos jouets, vous faites également votre part du boulot, vous allez à l'école, vous faites votre devoir. Imaginons que papa se casse une patte ou que maman se casse une patte, eh bien, va bien falloir que papa apprenne à faire des œufs, les fasse revenir à la poêle, et que si papa se casse une patte, c'est maman qui va jouer de la perceuse, et voilà. Donc bon, c'est un petit peu manichéen, mais ce que je veux dire, c'est que les choses se font et nous nous adaptons de manière immanente à ce qui doit être fait. Et si quelque chose d'imprévu ou quelque chose rompt cet équilibre, eh bien, on s'adapte sans qu'il y ait rien à écrire. Il n'y a rien de coercitif. Il y a un ordre naturel, une organisation naturelle qui s'impose à nous sans qu'il y ait de texte, et encore moins de... Là, c'est plus qu'un texte, hein, parce que ce qui saute aux yeux, vous voyez, j'ai pas encore parlé du contenu, ce qui saute aux yeux, c'est que ce document nous dit l'autorité, nous impose quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pendant des centaines de milliers d'années ou 1 million d'années, les choses étaient immanentes sans qu'il y ait besoin d'écrire, et notamment des règles, des lois, des commandements, et qu'à un moment donné, ça devient nécessaire, c'est ça, et le faire avec autorité. Et nous allons voir que ce texte, sa justification, c'est de nous élever en termes de position dans le monde. Nous étions dans l'ombre, enfin nous allons être exposés à la lumière. On va même nous parler de bonheur. Ce sont les règles qui doivent s'appliquer, qui nous garantissent que désormais nous allons vivre heureux, rien de moins. Mais c'est curieux que ça doit se faire par la coercition. Moi, si on me donne une recette pour être heureux, j'ai pas besoin qu'on me l'impose par les textes, en passant par l'Assemblée nationale, un vote, rappeler ce texte dans tous les commissariats de police où tous ces jeunes hommes armés en uniforme sont là pour, le cas échéant, si vous détournez de ce texte, qu'il y ait des moyens coercitifs, je dirais, légers ou très sévères qui s'imposent à vous si toutefois vous déviez de cette route. Ça va... Pourquoi toute cette coercition et tout cet appareillage coercitif alors qu'on nous promet le bonheur et de faire un saut qualitatif? Moi, si je fais un saut qualitatif, si vous me promettez de faire quelque chose qui va dans le sens de mon intérêt et de mon bien-être, je n'opposerai aucune résistance, je serai même complice de tout cet investissement nécessaire pour enfin avoir une qualité de vie supérieure. Il n'y a pas besoin de coercition. S'il y a de la coercition, s'il y a autorité, s'il faut l'afficher dans les commissariats, dans tous les commissariats de France, s'il faut absolument que on ne perde pas de vue ce texte et qu'il s'impose à nous encore une fois avec autorité, c'est que déjà par essence, on voit bien que c'est contre nos intérêts d'être humain. J'ai même pas besoin de lire ce qu'il y a dedans. La forme déjà trahit une imposture. On nous promet le bonheur, on nous promet un saut qualitatif, et ça se fait par la force. Moi, j'ai aucune raison de résister à la promesse d'un bonheur. Hein. Vous me promettez le bonheur, je ne vais pas résister, au contraire. Vous comprenez ? Bien, maintenant, passons... oui, donc déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein.
Avant de rentrer dans les articles, il y a quand même le titre, hein, en gros, entre ces deux personnages, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme est un animal, c'est un être vivant, hein, c'est pas péjoratif, un animal comme nous faisons partie des espèces vivantes. Pourquoi est-ce que dorénavant nous devrions être soumis à des droits? Je rappelle quand même que quelqu'un qui a des droits, c'est quelqu'un qui est sous tutelle, hein. Moi, mes enfants, tant qu'ils sont mineurs, ils ont des droits. C'est-à-dire que je leur dis, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Quelqu'un à qui on accorde des droits, c'est quelqu'un à qui on refuse son autonomie de décision et de comportement. C'est-à-dire que là, maintenant, tu es sous tutelle. La déclaration des droits de l'homme, c'est un texte qui dit la mise en tutelle de l'humanité. Oui, on va vous dire, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Comme moi, je fais avec mes enfants. C'est-à-dire c'est admettre qu'il y a un ordre supérieur qui sait mieux que moi, qui sait mieux que vous, ce qui est bon pour moi. Et qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, penser quelque chose, il va falloir que vous, en permanence, vous vous référiez à ce texte pour savoir si vous avez le droit ou pas. Ça n'a l'air de rien, mais ça n'est jamais arrivé avant. Avant, il n'y a aucun animal dans le règne animal qui fonctionne comme ça. Et très longtemps, nous avons fonctionné sans droit. Les Cheyennes dans les plaines américaines ou les aborigènes en Australie n'avaient pas de droit. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on vous parle de droit, c'est précisément que vous n'en avez pas. Quand on vous parle de liberté, c'est précisément que vous n'en avez pas. Parce que dans un monde où il y a une liberté immanente, où vraiment l'oiseau est libre, il n'affiche pas devant son nid liberté. Pourquoi? Même l'oiseau ne connaît pas le mot liberté. Le Cheyenne ne connaît pas le mot liberté. Le mot liberté s'impose quand vous en êtes dépourvu. Mais quand vous êtes libre par essence, le mot n'existe pas. Ce mot-là n'existe que parce que vous en êtes privé. Et c'est pareil pour l'égalité. Si nous sommes égaux, pourquoi rappeler en permanence sur tous les frontons des mairies que nous sommes égaux, que grâce à ce qui se passe en 1789, enfin nous sommes égaux? Non, l'être humain n'est pas égal à un autre être humain, nous sommes tous singuliers, nous avons tous une personnalité, aucun d'entre nous ne ressemble à un autre. Nous sommes tous singuliers, nous ne sommes pas égaux. Alors vous allez me dire, oui, mais il parle de l'égalité par rapport à une position sociale. Oui, on va y venir, on va y venir. On va y venir. Et puis la fraternité, bon, on est tous frères. J'ai pas besoin de rappeler à mon frère qu'on est frères. Je veux dire, si je dois soutenir mon frère ou si mon frère doit me soutenir parce que nous sommes frères, il n'y a pas besoin de rappeler dans une déclaration que tu es mon frère et que je vais devoir avoir une relation privilégiée avec toi. Cette consanguinité, elle est. Donc il n'y a pas besoin de la rappeler. N'oubliez jamais ça. Quand on martèle des mots, des concepts qui vous promettent, je dirais, qui vous font une promesse, quand c'est martelé, c'est que ça fonctionne à l'envers. Le capital fonctionne toujours à l'envers. Il ment. C'est ce que disait le vieux sage indien. Pourquoi est-ce que l'homme blanc a la langue fourchue? Alors, en tout petit, nous avons décrété par l'Assemblée nationale dans les séances des... Bon, c'est illisible, je pense que c'est la date août 1789. Et accepté par le roi. Alors ça, c'est rigolo. En tout petit, accepté par le roi. Bon, 1789, c'est encore la monarchie. Hein, la monarchie est encore là. Hein. Le roi est encore là. Et là, vous voyez, accepté par le roi. C'est-à-dire que ce texte-là, ce contrat... Cette chose qu'on va vous imposer, qu'on vous impose avec force et autorité, le roi l'a accepté. Bon, ça fait penser aux croquettes pour chiens, vous savez. Les croquettes pour chiens, la publicité pour les croquettes pour chiens, approuvée par
par Fido. Là, c'est approuvé par le chien. C'est approuvé par le roi. Hein, ou les brosses à dents approuvées par les dentistes, ou les crèmes pour le visage approuvées par les dermatologues. Déjà, on sent que rien que ce petit détail là, approuvé par le roi. Déjà, on sait qui a écrit ce texte. Ce sont des boutiquiers, ce sont des marchands. Vous voyez, ils essayent de vous vendre quelque chose avec autorité et avec des arguments commerciaux. C'est approuvé par le roi. Vous savez, le roi, il est encore là, il a dit oui. Hein, ou toutes ces pubs pour les voitures ou pour les fringues, où on sort des superstars de cinéma qui sont associés aux produits. Vous voyez, telle superstar d'Hollywood, elle porte cette robe, elle porte ses chaussures, elle roule avec cette voiture. Vous voyez, c'est approuvé par. Voyez, approuvé par. Ce sont des boutiquiers qui ont fait ça. Ça sent la boutique à planer. J'ai encore rien lu du contenu. Hein. Ça dit par rapport au roi, ça dit même autre chose. Approuvé par le roi, c'est que c'est écrit tout petit. Hein. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, décrétée par l'Assemblée nationale, gna gna gna, et tout à la fin accepté par le roi. C'est-à-dire qu'on sent que le roi, là, il est à deux doigts d'éjecter. C'est vraiment la dernière roue du carrosse. Hein. Avant, on aurait dit le roi décrète. Le roi décrète et ensuite on déroule le texte. Là, non, c'est déclaration, gna 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 gna, et à la fin, vraiment, parce que bon, accepté par le roi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire Oui, le soleil. Le soleil qui se trouve en haut, c'est quand même incroyable. Je rappelle quand même que la vie en France, enfin que la France, hein, vous voyez mes vidéos que j'ai faites, hein, notamment à bas, pourquoi m'as-tu abandonné, où j'explique ce que c'est que la France. Et la France, c'est la lumière et l'eau. La lumière et l'eau. L'eau, c'est chargé d'énergie du soleil, vibratoire, la chaleur. Et il y a eu un miracle, l'eau s'est mise à s'énergiser, à vibrer, et il y a eu un miracle de la vie. Cette eau énergisée, à un moment donné, a donné une première cellule, a donné le bio, le premier bio, le vivant. Et ça, c'est en France. En France, je fais une métaphore, ça peut être en dehors de la France, mais c'est ma définition de la France. La France, c'est l'endroit où l'eau rentre en résonance énergétiquement avec le soleil, et que c'est ce qui a permis la première cellule, le jaillissement de la vie pour la première fois. De la matière est née la vie grâce à l'eau et le soleil. Donc il faut qu'il y ait de l'eau abondamment et du soleil abondamment. Et ça fait la France. Et le soleil, il est rond. Tout le monde sait que le soleil est rond. Pourquoi est-ce que ici, ce soleil est triangulaire? Je ne sais pas. Pour moi, le triangle, c'est la domination du petit nombre sur le grand nombre. La pointe en haut, c'est le petit nombre, ce qui domine sur la base, qui est très large, sur le grand nombre. Alors que jusqu'à maintenant, le soleil nourrissait tout le monde. Alors que là, on voit qu'il y a une hiérarchie. Il va y avoir une discrimination entre ceux qui sont à la pointe en haut et ceux qui sont à la base. Alors que le soleil est rond. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est logé à la même enseigne. Bien, venons-en. Bon, j'oublie probablement. Enfin, c'est pas que j'oublie, c'est qu'il y a probablement 1000 choses à dire, mais je ne suis pas initié, donc je ne peux pas en dire davantage. Et puis je trouve que j'ai déjà dit pas mal de trucs. Alors, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Donc, déclaration, ça dit la force, ça dit l'autorité, ça dit l'absence d'immanence. Des droits, donc ça dit la tutelle, la mise sous tutelle, ça dit la coercition, tu fais pas. Et puis, le pendant du droit, c'est le devoir. On vous vend le droit, ils auraient très bien pu dire déclaration des devoirs de l'homme. Non, c'est les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on vous vend le droit, hein, le boutiquier, il dit t'as des droits. Mais le pendant du droit, c'est le devoir. Mais ça, tu ne le dis pas, c'est l'arrière-boutique, ça. Hein, ce qu'on met en vitrine, c'est les droits, la promesse que tu vas avoir un incrément de valorisation, que ta condition va s'améliorer. Mais ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, on ne vous le dit pas. Hein, les devoirs, ça, il n'y a pas le mot devoir pour l'instant. Hein. De l'homme, bon, je vois qu'ils ont mis un grand H, mais je crois que sur la version originale, il y avait un petit H. Alors ça a son importance, parce qu'à l'époque, ils maîtrisaient quand même la langue française et les détails de la langue française. Je vérifie. Ah non, c'est en capital, je ne peux pas le dire. Mais il me semble que si vous cherchez bien les textes originaux,
homme, Déclaration des droits de l'homme est écrit avec un petit h, parce que je rappelle quand même que grand H, c'est l'homme au sens de l'espèce humaine qui inclut les hommes et les femmes. Alors que quand vous écrivez homme avec minuscule, avec un H minuscule volontairement, vous excluez les femmes. C'est les hommes à l'exclusion des femmes. C'est les hommes de sexe masculin. Et du citoyen. Alors le citoyen, vous savez ce que c'est qu'une maison mitoyenne, hein. C'est une maison qui est collée avec un mur commun. Là, citoyen, il y a cité et il y a mitoyenneté. Ça veut dire que vous êtes dans la cité, donc déjà on n'est plus dans la ruralité, on est dans la cité. La cité, ce sont des gens qui vivent dans une ville, dans une cité, ils sont hors sol. Hein. Dans une cité, vous avez des pavements, vous avez des cailloux, aujourd'hui il y a du goudron, il y a des pierres, il y a de l'aluminium, il y a du verre, il y a du plâtre, il y a du béton. C'est la ville, mais ça ne se mange pas. Un citadin, c'est quelqu'un qui est hors sol. C'est-à-dire qu'il va se nourrir de la valeur d'échange, mais il ne va pas se nourrir de ce que donne la nature. Hein. Il ne va pas se nourrir des pommes de terre, des baies, des fruits, des légumes, des racines. Non. Quelqu'un qui est en ville, il ne peut pas se nourrir de la production de la ville. Il est hors sol. Donc là aussi, ça fait un clivage. Hein. Ça n'existait pas, ça. Avant, tout le monde vivait en relation avec la nature. Hein, les chasseurs-cueilleurs étaient en ruralité et ils étaient en liaison directe avec la mère nourricière qui était la nature. La ville ne pouvait exister. On ne peut pas se nourrir de cailloux. Hein. Donc on est dans la citoyenneté. Donc déjà on sent qu'on évacue la ruralité déjà. Hein, parce que la cité, ça évacue la ruralité. Je me trompe peut-être, hein, mais moi c'est ce que je ressens. Hein. Cité, pour moi cité, même à cette époque-là, la cité c'était déjà les villes. Et d'ailleurs ces gens qui écrivaient, hein, le serment du jeu de paume, hein, la guillotine qui tourne à plein régime, c'est en ville. Hein, c'est pas bon, on a guillotiné bien sûr aussi dans les campagnes. Et on voit bien que cette organisation, ce petit nombre qui commence à prendre en otage l'ensemble du peuple français, lui il s'organise à Paris. Citoyenneté. Donc citoyen, ça fait penser à une boîte de sardines. Ça veut dire qu'on est citoyen. C'est-à-dire que ça ne dit pas la singularité des êtres humains, qu'on est tous différents avec nos particularités. Non, nous sommes tous côte à côte comme des sardines dans une boîte, comme des maisons mitoyennes, à l'infini. Donc, citoyen, avant nous étions des sujets. Et moi, je l'avais mal pris à l'école, le sujet, en disant « Ah ouais, le sujet du roi, c'est en gros, t'es le larbin du roi, t'es le laquais du roi. » Mais pas du tout. Vous êtes les sujets du roi. C'est qu'en fait, le roi vous garantit votre statut de sujet. Sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est quelque chose... C'est l'épaisseur humaine, c'est la chaleur, c'est l'émotion, c'est la vibration, c'est la vie, c'est la colère, c'est la joie. On est un sujet. Et chaque sujet est différent. Et là, on est citoyen, mitoyen, côte à côte, identique. On est là, on passe de la singularité à l'indistinction. Là, vous devenez indistinct. Avant, on vous distinguait. Un sujet, on le distingue d'un autre sujet. Là, vous êtes citoyen. Un citoyen est indistinct. Un citoyen vaut un autre citoyen, d'ailleurs. On vous vend l'égalité. Moi, je refuse d'être égal à un autre. Moi, c'est Mimiche. Je suis indomptable. Je reste sauvage, je fais ce que je veux, même des conneries, je peux même dire n'importe quoi. À 7 secondes, je peux commencer à dire ce que je veux et je peux dire n'importe quoi si ça me chante. Je rentre dans aucun protocole, dans aucune réglementation, aucune convention, aucune déclaration. Parce que vous allez voir qu'avec des déclarations, ils vont déclarer qu'il y a une guerre, qu'il faut sauver la patrie et qu'il faut envoyer vos enfants de 20 ans se faire trouer la peau. Ils vont bien le faire un jour. Ah, vous me dites qu'ils l'ont déjà fait. Ah ouais, d'accord, vous voyez, j'ai anticipé, oui, je l'avais vu venir. Ah, même aujourd'hui, en Ukraine, on parle d'envoyer nos gamins en Ukraine. Ouais, oui. Et vous ne pouvez rien faire. Vous avez des droits. Et vous avez des devoirs. On vous a vendu les droits, et puis là, vous avez l'arrière-boutique qui sort, il dit « mais le pendant du droit, c'était les devoirs. Il va falloir faire tes devoirs, envoie tes gamins au casse-pipe. » Et puis tout le monde s'en fout. 100 ans après, qui regarde les monuments aux morts des 36 500 communes, ou 36 500 communes en France? Qui regarde les 35 000 ou 36 500 communes où il y a des monuments aux morts? Vous passez devant avec les voitures, vous les avez lus tous ces noms?
tous les Félix, tous les Lucien, tous les Jean, morts pour la France, morts pour le capital français. Même pas le capital français. Je ferai une autre vidéo, c'est même pas le capital français, c'est le capital anglo-saxon. Toutes les guerres qui ont été faites depuis 1780, enfin depuis 1815, depuis le 5 décembre 1815, c'est le sang français a coulé pour le plus grand bénéfice du capital anglo-saxon. Même encore aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est pour le capital anglo-saxon. L'OTAN, c'est anglo-saxon. Et on parle d'envoyer vos gamins en Ukraine ou pour autre chose. Donc on vous refait 14, on vous refait 39, on vous refait toujours le même film et vous pensez que c'est le méchant Poutine ou c'est le machin. Non, ceux qui veulent la guerre, ce sont toujours les mêmes. Vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir. Bon, alors si vous ne le voyez pas, je ne peux rien faire pour vous. Bon, là j'ai digressé. Bien, revenons à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Juste un petit préambule quand même, parce que ce texte-là, bon, je me souviens plus, ça fait un moment que je ne suis pas allé à l'école, mais en tout cas, bon, peut-être que je me trompe sur les dates ou la chronologie, mais en tout cas, le sens du message est là. Je rappelle quand même que ces gens-là qui se permettent à Paris, dans une pièce fermée, d'écrire votre servitude, ce sont des gens qui au départ se sont appuyés sur ce qu'on appelait les cahiers de doléances, où on a demandé aux Français quelles étaient leurs doléances, qu'est-ce qu'ils trouvent qui va bien en France, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont leurs préoccupations, à quoi ils sont attachés, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, enfin c'était ça. Et puis bon, vous savez, on avait pris curieusement des notables. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un brave paysan qui sait ni lire ni écrire pour aller à Paris? Il n'y a pas besoin de lire et écrire pour défendre ses intérêts et expliquer au monde ce qu'on veut. Même si vous savez ni lire ni écrire, on sait se faire comprendre. Alors pourquoi c'est déjà le notable local qui a récupéré les papiers et qui est allé à Paris et que ces 500 ou 600 représentants, monsieur Chouard, les représentants, là, que ce soit hier ou aujourd'hui ou demain, là, que ce soit vous renouvelez votre servitude, qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit les gens de la base qui écrivent leur propre texte de servitude ou que ce soit des notables, ça ne change rien, c'est toujours notre servitude, donc ça ne change rien. Donc ces notables qui n'avaient donc aucune légitimité sont partis de province avec un pouvoir qui leur était confié d'être un simple facteur. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre les papiers des doléances, les prendre sous le bras, de monter à Paris et de faire remonter à Paris les doléances des Français. Notamment qui voulaient que leur mode de vie ancestral se renouvelle éternellement avec la bénédiction et la protection du roi, qui est le représentant du Christ sur terre. Et comme la terre de France, c'est l'eau, le soleil, et donc cette première cellule qui crée la vie, qui se dégrade, qui meurt et qui crée de l'humus, donc c'est l'eau, le soleil et l'humus qui renouvellent la vie éternellement et qui fait la France. D'accord ? Donc on est nourri par ce miracle de la nature qui nous nourrit tous, et c'est ce que les catholiques appellent le royaume du Christ roi. Le Christ roi et son royaume. C'est-à-dire le renouvellement de la vie éternelle par la nature, pas par la valeur d'échange, pas par des règles établies par des boutiquiers, par des marchands de bas étage. La France est attachée à la nature qui nourrit ses enfants éternellement. C'est tout ce qui est marqué dans les cahiers de doléances. Et le roi le garantissait depuis toujours. Les cahiers de doléances, c'était l'attachement au roi et à ce qu'il représentait. C'était cet équilibre millénaire qui a fait de la France ce qu'elle est, le sémaphore du monde. Encore aujourd'hui, malgré les coups qu'elle prend, et les Français étaient attachés au roi qui garantissait cette vie ancestrale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces représentants qui étaient des simples facteurs qui transportaient ce courrier? Ils ont trahi le peuple de France. Ils se sont assis sur les doléances. Ils les ont utilisées comme un prétexte pour se rassembler à Paris.
Et ils se sont autoproclamés, petits facteurs qu'ils étaient, députés, représentants du peuple. Ils ont créé la Constituante. C'est un coup d'État. C'est une trahison, une félonnerie. Bien, revenons-en. Bon, ces petites digressions sont importantes pour que vous ayez en mémoire maintenant le contexte. Bon, c'est pas exhaustif, hein, c'est des choses qui me viennent à l'esprit comme ça. Encore une fois, vous le savez, mes vidéos ne sont pas du tout préparées. Bon, j'ai l'idée de ce que je vais dire, mais je ne sais pas comment je vais le verbaliser.